Ce prince rejetait toutes les jeunes femmes du royaume, jusqu'à ce qu'une jeune fille sans le sou fasse son apparition. Que feriez-vous si on vous jugeait uniquement sur votre apparence ou votre rang social? Accepteriez-vous d'être ignoré, ou vous battriez-vous pour prouver votre véritable valeur? Dans un monde où la richesse et la beauté dictent souvent l'importance d'une personne, les trésors les plus extraordinaires se cachent parfois dans les lieux les plus inattendus. Ceci est l'histoire d'un prince qui conduisit toutes les héritières éligibles de son royaume, et de la jeune fille modeste qui changea le cours du destin, révélant que la véritable noblesse ne vient pas de la naissance, mais de l'âme. Dans le village animé de Val des Chênes, niché entre des collines verdoyantes et des forêts denses, vivait le prince Julien, héritier du trône du prospère royaume des Avelines. Grand, élégant, doté d'une carrure imposante et d'un port royal, il était objet de tous les désirs. Son père, le roi Henri, lassé du célibat prolongé de son fils, décréta que le prince devait se marier avant son 30e anniversaire, qui était plus que à 3 mois. « Mon fils, » annonça le roi lors d'un grand banquet au palais. « J'y ai fait preuve de patience, mais notre royaume a besoin de garanties pour l'avenir de la couronne. Tu dois choisir une épouse avant la fin du prochain cycle lunaire. » Le prince soupira lourdement, ses yeux sombres balayant la salle ornée de dorures, remplie de nobles et de leurs filles. « Père, j'y ai rencontré innombrables demoiselles. Aucune ne possède ce que je recherche. » « Tu n'as pas cherché assez assidûment, » répliqua le roi d'un ton ferme. « J'y organiserai une cérémonie spéciale. Toutes les jeunes femmes éligibles du royaume se présenteront, et tu devras en choisir une. » La rumeur se répandit dans la salle comme une traînée de poudre. Les familles nobles commencèrent immédiatement à comploter pour assurer que leurs filles attireraient l'attention du prince. « Ma fille portera les soieries les plus fines de Lyon, » se vanta un riche marchand. Alors que le décret franchissait les murs du palais, l'excitation gagna chaque foyer abritant une fille à marier. Dans les manoirs comme dans les modestes chaumières, les jeunes filles rêvaient de devenir la future reine. Pourtant, dans une petite masure en pierre à la lisière du village, de tels rêves semblaient impossibles pour Élise. À 22 ans, elle vivait avec sa grand-mère âgée, subvenant à leurs besoins en vendant les légumes de leur minuscule potager. Ses parents étaient morts des années auparavant, emportés par une fièvre qui avait ravagé la région, ne lui laissant rien autre que la sagesse de son aïeul et sa propre détermination. « As-tu entendu, grand-mère » demanda Élise en préparant leur modeste dîner, un simple ragoût de racines. Le prince doit choisir une épouse, et toutes les jeunes filles sont convoquées au palais. Sa grand-mère leva les yeux de son tricot, son visage ridé illuminant un sourire. « Et iras-tu, mon enfant » Élise éclata de rire, un son aussi doux qu'une pluie d'été sur les feuilles. « Moi ? Regarde-moi, grand-mère. Que voudrait un prince avec une pauvre vendeuse de légumes ?» En effet, les mains d'Élise étaient rugueuses à force de travailler la terre. Ses vêtements, bien que propres, étaient reprisés et délavés par le soleil. Elle ne possédait ni bijoux, ni étoffes précieuses. « Ce qui attire l'œil se fane avec le temps, » dit doucement sa grand-mère. « Mais la beauté qui capture le cœur dure éternellement. » Élise secoua la tête, peu convaincue. Pourtant, allongée sur sa paillasse ce soir-là, fixant le toit de chaume, une petite graine d'espoir germa dans son cœur. Et si elle pouvait au moins voir le palais, juste une fois dans sa vie? Elle était loin de se douter que sa décision de y rendre déclencherait une série d'événements qui changeraient non seulement sa vie, mais aussi le royaume tout entier. Le jour de la sélection royale arriva avec un éclat qui semblait illuminer toute la vallée. Les jardins du palais se transformèrent en un spectacle de couleurs et d'effervescence, alors que des familles venues des 4 coins du royaume des Avelines se rassemblaient. Des gardes en uniformes étincelants dirigeaient la foule tandis que des domestiques affairaient avec des plateaux de vin fin et de brochettes épicées pour les invités qui patientaient. À l'intérieur, le prince Julien arpentait ses appartements, son habit de cérémonie pesant inhabituellement lourd sur ses épaules. « Dois-je vraiment me plier à cela, père » demanda-t-il au roi, qui ajustait le col de son fils. « 29 ans que tu marches sur cette terre, » répondit patiemment le roi. « 29 ans que je te laisse la liberté de trouver l'amour par toi-même. Aujourd'hui, notre royaume a besoin de sécurité. Un roi a besoin d'une reine. » Le prince fronça les sourcils, regardant par la fenêtre la foule qui amassait. Mais choisir une femme comme on sélectionne une bête de concours au marché. Il doit y avoir plus au mariage que cela. Alors trouve ce plus aujourd'hui, dit le roi fermement. Regarde au-delà de la beauté. Cherche la sagesse, la bonté, la force. Elle est là, quelque part. Alors que les trompettes royales annonçaient le début de la cérémonie, les jeunes femmes alignèrent dans leurs plus beaux atours. Les filles de ducs portaient des perles et des colliers d'or qui tintaient à chaque pas.
Les filles de marchands exhibaient des dentelles importées et des satins brillants. Même les filles de fermiers avaient noué élégamment leurs plus belles robes, leurs cheveux fraîchement tressés avec des rubans de velours. Tout au fond de la file se tenait Élise, se sentant terriblement déplacée. Sa grand-mère, elle, avait aidé à laver ses cheveux avec des herbes spéciales qui les faisaient briller comme de l' ébène poli. Elle portait sa seule robe convenable, une tenue de lin bleu au motif discret qui avait autrefois appartenu à sa mère. Aucun bijou ornait son cou ou ses poignets, juste un simple bracelet de perles de bois que sa grand-mère avait béni. Regardez-la, ricana Clarisse, la fille du marchand le plus riche de la ville. La petite maraîchère pense avoir une chance avec le prince. Ses amis gloussèrent cruellement. Elle pointa du doigt les mains calleuses des Élise. Peut-être lui a-t-elle apporté des carottes en cadeau. Les joues des Élise brûlèrent de honte, mais elle releva le menton. Les mots de sa grand-mère résonnèrent dans son esprit. Ne baisse jamais les yeux devant ceux qui se moquent de toi. Ta valeur ne dépend pas de leur jugement. Dans la grande salle, le prince Julien était assis sur un trône modeste aux côtés de son père. Chaque jeune femme approchait, faisait la révérence et se présentait. Certaines récitaient de la poésie. Des autres faisaient étalage de leur talent, chantant, dansant ou récitant leur lignée familiale sur cette génération. Le prince restait poli mais impassible. Ses yeux ne montraient aucune étincelle d'intérêt alors que les prétendantes défilaient les unes après les autres. « Que penses tu de Clarisse » chuchota le roi après que la fille du marchand eut exécuté une danse élaborée. La fortune de son père renforcerait notre royaume. Ses yeux sont froids, père, répondit le prince à voix basse. Elle regarde votre couronne, pas moi. Des heures passèrent. Le prince rejetait chaque jeune femme, trouvant un défaut à chacune. Trop vaniteuse, trop timide, trop désireuse de plaire, trop concentrée sur la richesse. C'est sans espoir, murmura-t-il alors que la file diminuait. Puis, Élise avança. Un silence tomba sur la foule. Beaucoup pouffèrent de rire devant son apparence simple après le défilé de luxe qui elle avait précédé. Elle inclina profondément, ses mouvements empreints une grâce naturelle malgré sa nervosité. Vos Altesses, dit-elle une voix claire et assurée. Je suis Élise, petite fille des Adèle la Tisserande. Je n'apporte ni richesse, ni ligne noble. Je haine et que moi-même à offrir. Le prince, qui était légèrement affaissé sur son trône, se redressa. Quelque chose dans cette introduction honnête capta son attention. Et quel talent possédez-vous, Élise? demanda-t-il. Était la première fois de la journée que il interrogeait directement une prétendante. Élise hésita. Elle ne était pas préparée à cela. Elle ne chantait pas comme un rossignol et ne dansait pas avec la légèreté du vent. Je cultive les tomates les plus savoureuses du hameau, finit-elle par dire, ce qui provoqua quelques rires étouffés dans elle assemblée. Et je sais quand la pluie arrive 3 jours avant que les nuages apparaissent. Au lieu de se joindre aux moqueries, le prince se pencha en avant, intrigué. Comment le savez-vous? Par la façon dont les fourmis surélèvent leur fourmilière, expliqua-t-elle simplement. Les oiseaux volent plus près du sol, et les feuilles des trembles retournent leur face vers le ciel. La connaissance des signes de la nature est plus précieuse que elle or pour un royaume qui dépend de ses récoltes, remarqua le prince, surprenant tout le monde. Alors que Élise se tournait pour partir, ayant dit ce qu'elle avait à dire, le prince l'interpella. « Attendez. » Un silence tomba sur la salle. « Vous ne m'avez pas dit pourquoi vous souhaitez devenir mon épouse. » Élise se retourna, ancrant son regard dans le sien. « Je ne souhaite épouser personne qui ne me voit pas pour ce que je suis vraiment. Je suis venu aujourd'hui non pour gagner une couronne, mais pour voir le palais dont mes parents me parlaient avant de mourir. Maintenant, je l'ai vu, et il est en effet aussi beau que dit le disait. » Sur ces mots, elle inclina de nouveau et reprit sa place dans la file. Le prince resta stupéfait. Jamais personne ne lui avait parlé avec une telle franchise, sans flatterie ni tentative désespérée d'impressionner. « Père, murmura-t-il, je souhaite lui parler à nouveau. » Le roi haussa les sourcils, mais fit un signe de tête à ses gardes. « La sélection continuera demain, » annonça-t-il à la foule surprise. « Toutes les demoiselles sont invitées à rester comme nos hôtes cette nuit. » Tandis que les serviteurs guidaient les jeunes femmes vers les quartiers des invités, Élise se retrouva à partager une chambre avec 5 autres prétendantes, toutes issues de riches familles qui la regardaient avec dédain. « Ne prends pas tes aises, » siffla Clarisse. « Tout le monde sait que le prince était juste poli. Il ne choisirait jamais quelqu'un comme toi. » Élise ne répondit pas, mais alors qu'elle contemplait par la fenêtre les étoiles scintillant au-dessus des jardins royaux, elle se demanda si, peut-être, elle avait touché quelque chose dans le cœur du prince que toute la richesse et la beauté du royaume avaient pas su atteindre. Aube se leva sur le palais,
projetant des rayons dorés à travers les vitraux. Les domestiques affairaient dans les couloirs, portant des plateaux de fruits frais, de pain chaud et de thé épicé pour les invités royales. À leur réveil, les jeunes femmes trouvèrent de magnifiques vêtements neufs disposés pour chacune des elles. Un cadeau de la reine-mère. Toutes, sauf Élise. Il semble que Tilté ait oublié, dit Clarisse avec une fausse sympathie, admirant sa nouvelle étoffe de soie. Peut-être reine, ont-ils pas réalisé qu'une marchande de légumes était parmi nous. Élise haussa les épaules, lissant sa simple robe bleue. J'y ai ce qu'il me faut. Un intendant du palais apparut à leur porte. Le prince demande à toutes les demoiselles de le rejoindre dans le jardin royal pour le petit déjeuner. Le jardin était un paradis de plantes fleuries, des arbres fruitiers et de fontaines chantantes. Les serviteurs avaient dressé des tables basses sous des cerisiers en fleurs, chargés de mets délicats venus de tout le royaume. Le prince était assis à la table des honneurs avec ses parents, observant les jeunes femmes entrer. Ses yeux cherchèrent jusqu'à ce qu'il trouve Élise, toujours vêtue de sa modeste robe bleue, tandis que les autres arboraient leurs parures offertes. Elle marchait avec une dignité tranquille, le dos droit, son regard absorbant la beauté des lieux plutôt que de se fixer sur le luxe étalé. « Bienvenue », annonça le prince Julien en se levant. « Avant de poursuivre notre sélection, je souhaite en savoir plus sur chacune de vous. Aujourd'hui, nous passerons du temps à converser et à agir plutôt qu'en présentation formelle. » Le roi échangea un regard avec son épouse, surpris par l'intérêt soudain de leur fils pour la procédure. Le petit déjeuner terminé, le prince frappa dans ses mains. J'y ai organisé une épreuve particulière. Le collier préféré de ma mère a été perdu quelque part dans le palais. Je demande à chacune de vous d'aider à le retrouver. Celle qui le rapportera aura toute mon attention. Un frisson d'excitation parcourut le groupe. C'était leur chance d'impressionner le prince. Les jeunes femmes formèrent rapidement des groupes de recherche, les filles de nobles revendiquant la salle du trône et les appartements royaux. Tu devrais vérifier les quartiers des domestiques, lança Clarisse à Élise avec un sourire narquois. Cela semble plus approprié pour quelqu'un de ton rang. Laissée seule, Élise ira jusqu'aux cuisines du palais où les serviteurs préparaient le repas de midi. Une vieille cuisinière leva les yeux de ses légumes. Ne cherchez-vous pas le collier de la reine comme les autres? Demanda-t-elle. Si, répondit Élise. Mais je me suis dit que je pourrais commencer là où les autres ne regarderaient pas. La cuisinière sourit. Sage décision. Je travaille dans ce palais depuis 40 ans. Si quelque chose est vraiment perdu, c'est rarement aux endroits évidents. Tout en discutant, Élise remarqua les mains de la cuisinière, noueuses et marquées par l'âge, mais bougeant avec une précision exercée, tout comme celle de sa grand-mère. « Puis-je vous aider » demanda Élise en saisissant un couteau. La cuisinière parut surprise mais acquiesça. Bientôt, Élise épluchait les légumes aux côtés du personnel du palais, posant des questions sur les habitudes de la reine. « Sa Majesté vient souvent ici au petit matin », confia la chef cuisinière. Elle goûte les plats elle-même avant qu'ils ne soient servis au roi. Cette information donna une idée à Élise. Tandis que les autres prétendantes fouillaient les chambres et les grands halls, elle suivit le chemin que la reine empruntait probablement chaque matin. Cela la mena à un petit jardin derrière les cuisines, où poussaient les herbes aromatiques et les simples. Là, accroché à un buisson de romarin, quelque chose d'or étincelait. Le collier de la reine, une chaîne délicate ornée d'étains pendentifs en forme des oiseaux en plein vol. Lorsqu'Élise retourna dans la grande salle où les jeunes femmes cherchaient encore frénétiquement, elle approcha directement de la reine plutôt que du prince. « Votre Majesté, dit-elle avec une profonde révérence, je crois que ceci vous appartient. » Elle tendit le bijou. Les yeux de la reine agrandirent. « Mon collier? Où l'avez-vous trouvé? » « Dans le jardin des simples, Votre Majesté. La cuisinière a mentionné que vous visitiez les cuisines chaque matin, alors j'y ai pensé que vous aviez peut-être traversé le jardin en chemin. » La reine sourit en prenant le collier. « Vous êtes observatrice et attentionnée. La plupart des gens oublient que j'y étais moi-même fille de cuisinière avant d'épouser le roi. » Cette révélation fit courir des murmures dans l'assemblée. La reine, une fille de cuisinière? Le prince Julien approcha, expression indéchiffrable. « Vous l'avez trouvée? »« Oui, Votre Altesse. »« Et pourtant, vous l'avez apportée à ma mère plutôt que à moi, alors que c'était moi qui offrais une récompense. » Élise soutint son regard sans faiblir. « Le collier lui appartient, pas à vous. Et aider à rendre un objet précieux à son propriétaire légitime ne nécessite aucune récompense. » L'expression sérieuse du prince se brisa en un sourire chaleureux. « Vous continuez de me surprendre, Élise. » Clarisse se fraya un chemin vers elle avant. « Votre Altesse, nous avons fouillé tout le palais.
Ce n'est guère juste qu'elle allait trouver dans un jardin de domestiques qu'aucune de nous aurait pensé à vérifier. Et pourquoi n'auriez-vous pas pensé à vérifier là-bas? Demanda le prince, sa voix soudainement glaciale. Une partie de ce palais est-elle indigne de votre attention? Clarisse se tut, réalisant son erreur trop tard. Le roi éclaircit la gorge. Peut-être est-ce le bon moment pour la seconde épreuve. La seconde épreuve? Murmurèrent les jeunes femmes. En effet, déclara le prince. Je souhaite voir comment chacune de vous gérerait les responsabilités de la vie royale. On vous confiera à chacune une tâche à laquelle une reine pourrait être confrontée. Les tâches furent assignées. À certaines jeunes femmes, on demanda d'arbitrer des querelles entre marchands. À des autres, d'organiser un banquet royal avec des ressources limitées, ou encore de divertir des dignitaires étrangers. Mais à Élise, le prince confia l'énigme la plus déroutante de toutes. Il existe un hameau, au-delà des collines du Nord, qui souffre d'une terrible sécheresse, lui expliqua-t-il. Que feriez-vous pour leur venir en aide? Tandis que les autres prétendantes disposaient de serviteurs et de conseillers pour les assister, Élise se retrouva seule. Pourtant, loin de céder au désespoir, elle se rendit à la bibliothèque du palais et passa des heures à étudier les cartes du royaume. Elle s'entretint avec les jardiniers royaux pour comprendre l'écoulement des eaux et la nature des sols. Le soir venu, au moment de présenter les solutions, son parchemin était noirci de dessins et de notes. Une à une, les demoiselles exposèrent leurs idées. Beaucoup proposaient des réponses élégantes mais irréalisables, qui auraient coûté une fortune au trésor royal. Lorsque vint le tour d'Élise, elle déroula son plan devant la famille royale. Ce village est situé en contrebas d'une crête rocheuse où l'eau de pluie accumule sans jamais pouvoir l'atteindre, expliqua-t-elle. Je propose de construire un système de canalisation simple, en utilisant des troncs évidés et des roseaux pour guider cette eau jusqu'au champ. Ces matériaux se trouvent sur place, et les villageois pourraient participer à la construction, ce qui leur donnerait la maîtrise de leur propre source de vie. Le roi se pencha en avant, étudiant les croquis avec attention. C'est remarquablement pragmatique. Où avez-vous appris une telle ingénierie? De la nécessité, votre majesté, répondit Élise. Quand on possède peu, on doit faire preuve d'ingéniosité pour survivre. Lorsque les présentations achevèrent, le prince annonça qu'il rendrait sa décision le lendemain. Ce soir-là, le palais bourdonnait de spéculations. La plupart des courtisans pensaient que Clarisse ou une autre fille de noble serait choisie, malgré la performance surprenante d'Élise lors des épreuves. Dans sa chambre partagée, Élise assis près de la fenêtre, contemplant une nouvelle fois les étoiles. Elle réalisa qu'elle ne se souciait plus de devenir reine. Cette journée avait éveillé autre chose en elle, la certitude que ses connaissances et son bon sens pouvaient aider des gens bien au-delà de son petit jardin. Demain, je retournerai auprès de ma grand-mère, pensa-t-elle. Mais j'y emporterai ses idées avec moi. Peut-être pourrais-je construire ce système d'irrigation pour notre propre village. Elle était loin de se douter que le prince Julien, observant les mêmes étoiles depuis ses appartements, était plongé dans des réflexions bien différentes. Elle peinait à percer l'obscurité quand Élise fut réveillée par des chuchotements urgents. Ses compagnes de chambre étaient blotties dans un coin, lui lançant des regards noirs. Ce n'est pas naturel, siffla Clarisse. Une simple maraîchère qui résout des problèmes qui laissent perplexes même les conseillers royaux. Elle a dû tricher d'une manière ou d'une autre. Peut-être a-t-elle un complice au palais, suggéra une autre. Ou alors est une sorcière, murmura une troisième en faisant un signe pour conjurer le mauvais œil. Élise fit semblant de dormir, mais son cœur battait la chamade. Hélène avait commis aucune faute, elle avait simplement utilisé le savoir acquis par des années de lutte contre la pauvreté. Mais elle savait avec quelle rapidité les rumeurs pouvaient se transformer en accusations mortelles. Lorsque la chambre se vida enfin, Élise se leva et se prépara pour ce qui serait probablement son dernier jour au palais. Quoi qu'il advienne, elle avait vu des merveilles qu'elle pourrait raconter à sa grand-mère pendant des années. On frappa doucement à la porte, interrompant ses pensées. Une jeune servante se tenait sur le seuil. « La reine demande votre présence dans ses jardins privés », dit-elle, les yeux baissés. Intriguée, Élise la suivit. Le jardin de la reine était un refuge isolé, planté d'espèces rares venues de contrées lointaines. La souveraine était assise sous une tonnelle de glycine mauve, majestueuse mais étrangement accessible. « Approchez, mon enfant », fit-elle en lui faisant signe. « Asseyez-vous avec moi. » Élise inclina profondément avant de prendre place sur le coussin offert. « Vous avez causé tout un émoi dans mon palais, » dit la reine, l'œil pétillant. « Jamais, depuis ma propre arrivée ici, la noblesse avait été aussi scandalisée. Je ne voulais manquer de respect à personne, votre majesté,
répondit Élise. Bien sûr que non. Mais votre présence a révélé beaucoup de choses sur le caractère des autres. La reine versa du thé dans 2 tasses en porcelaine fine. Parlez-moi de votre grand-mère. Surprise par cette demande, Élise raconta la sagesse de son aïeul, son talent pour le tissage et la façon dont elle avait élevé après la mort de ses parents. Elle semble être une femme remarquable, dit la reine. Tout comme ma propre mère. Saviez-vous que jadis, j'y étais comme vous? Une jeune fille des origines modestes qui avait attiré l'attention des princes. Élise hocha la tête. Vous avez mentionné que vous étiez fille de cuisinière. Oui, et la noblesse ne m'a jamais laissé l'oublier. Même maintenant, après 30 ans de règne. Elle but une gorgée de thé, pensive. Ce n'est pas un chemin facile que de s'élever au-dessus de sa condition. Il y aura toujours des gens pour croire que vous n'êtes pas à votre place. Je ne cherche pas à m'élever au-dessus de ma condition, votre majesté, dit Élise avec franchise. Je suis venue seulement pour voir le palais. La reine étudia son visage avec intensité. Et pourtant, mon fils voit en vous quelque chose que il n'a trouvé chez aucune fille de noble. Et cela inquiète beaucoup de monde. Avant que Élise ne puisse répondre, des éclats de voix se firent entendre. Le prince Julien apparut, le visage assombri par la colère, suivi de plusieurs gardes escortant Clarisse et 2 autres prétendantes. Mère, dit le prince en inclinant brièvement. Je vous présente mes excuses pour cette interruption, mais un incident grave vient de se produire. La reine haussa un sourcil. Que se passe-t-il? Ces demoiselles ont été surprises en train de placer un serpent venimeux dans le lit d'Élise, déclara-t-il, la voix tremblante une fureur contenue. Des exclamations des horreurs résonnèrent dans le jardin. Élise sentit le sang se retirer de son visage. Est-ce vrai? Exigea la reine. Clarisse tomba à genoux. Votre Majesté, nous ne voulions pas lui faire de mal. Juste elle effrayée pour qu'elle parte. Elle n'a pas sa place parmi nous. Et qui êtes-vous pour décider qui a sa place dans mon palais? La voix de la reine était douce, mais tranchante comme une lame. Était une vipère des sables, ajouta-elle un des gardes. Si la jeune fille avait été mordue, elle en serait morte. Le prince se tourna vers Élise, le regard rempli d'inquiétude. Êtes-vous blessée? Je n'étais pas là, balbutia Élise, réalisant à peine ce à quoi elle venait d'échapper. J'y étais ici, avec la reine. La providence, murmura la reine. Ou peut-être le destin. Le roi arriva à son tour, prévenu par un garde. Après avoir écouté le rapport, son visage se durcit. Vous allez être escorté hors de ces murs sur le champ. Vos familles seront informées de vos actes vils. Tenter de nuire à une invitée sous protection royale est un crime grave. Alors que les jeunes femmes disgraciées étaient emmenées, Clarisse jeta un regard de pure haine à Élise. Ce n'est pas fini, la souillon, chuchota-t-elle. Tu ne seras jamais, une des nôtres. Incident jeta une ombre sur le palais. Les prétendantes restantes chuchotaient entre elles, regardant désormais Élise avec un mélange de crainte et de respect. Quiconque attirait une telle haine de la part de Clarisse devait être une sérieuse candidate à la main du prince. Le prince Julien retrouva Élise alors qu'elle marchait seule dans le verger du palais, plus tard cet après-midi-là. Je dois vous présenter mes excuses, dit-il en calant son pas sur le sien. Vous êtes venu ici comme mon invité et vous avez failli être blessé. Ce n'était pas de votre faute, répondit Élise. Néanmoins, je me sens responsable. Il cueillit une pomme mûre sur une branche basse et la lui offrit. Vous savez, je vous observe depuis 2 jours. Élise accepta le fruit, ses doigts effleurant ceux du prince. Vous m'observiez? Oui. Alors que les autres demoiselles passaient leur temps à essayer de m'impressionner, vous aidiez le personnel en cuisine. Vous avez appris à lire au fils du jardinier durant vos moments de liberté. Vous avez traité chaque serviteur avec le même respect que vous avez témoigné à mes parents. Élise haussa les épaules. Ce sont des êtres humains, tout comme moi. C'est précisément ce qui vous rend différente. Le prince arrêta et se tourna vers elle. La plupart de ceux qui convoitent la couronne ne voient que le pouvoir qu'elle représente. Vous voyez le peuple qu'elle sert. Ces paroles réchauffèrent le cœur d'Élise, mais elle resta pragmatique. Votre Altesse, je suis honoré par votre attention, mais nous savons tous deux que je ne peux être votre choix. La noblesse n'acceptera jamais une reine qui vend des légumes au marché. Est-ce là ce que vous pensez? Demanda-t-il d'une voix douce. Que je laisserai les autres dicter qui assiera à mes côtés sur le trône. Avant qu'elle ne puisse répondre, un messager royal approcha en inclinant profondément. Votre Altesse, le roi requiert votre présence. Heure de annonce est venue. Le prince acquiesça, puis se tourna de nouveau vers Élise. Accompagnerez-vous?
Le cœur battant, Élise emboîta le pas au prince. Alors qu'ils approchaient de la grande salle, elle murmura. Quoi qu'il arrive, ces quelques jours au palais M ont offert des souvenirs que je chérirai toute ma vie. Le prince sourit, une lueur mystérieuse dans le regard. L'histoire n'est pas encore terminée, Élise. La grande salle était bondée. La noblesse, les prétendantes restantes et leurs familles y pressaient. Au fond, le roi et la reine siégeaient sur leur trône, visage solennel. Lorsque le prince Julien prit place à leur côté, un silence de cathédrale tomba sur la foule. Élise se glissa au fond de la salle, essayant de se rendre invisible. Elle remarqua que plusieurs nobles lui lançaient des regards désapprobateurs. Le roi se leva, sa voix résonnant sous les voûtes de pierre. Après mûre réflexion, mon fils a fait son choix. La femme qui deviendra la future reine du royaume des Avelinais. Chaque cœur dans la pièce sembla cesser de battre dans cet instant de suspense. Chaque souffle fut retenu, le temps paraissant suspendu pour elle éternité. Élise, petite fille des Adèle la Tisserande. Le nom résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Un instant de silence total suivit, si profond qu'on aurait dit que les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Puis, le chaos éclata. Une vendeuse de légumes. Hurla un noble. C'est un outrage. Cria un autre. La lignée royale sera souillée. Se lamenta une comtesse. Élise restait figée au fond de la salle, certaine d'avoir mal entendu. Était impossible. Le prince ne pouvait pas l'avoir choisi. Le prince Julien leva la main et, progressivement, le tumulte apaisa. Son visage était calme, mais déterminé. J'ai fait mon choix, déclara-t-il fermement. Élise a fait preuve de sagesse, de compassion et d'ingéniosité, des qualités essentielles pour une reine qui aidera à guider notre peuple. Un vieux noble avança, appuyant lourdement sur sa canne. Était le baron de Valmont, gardien des traditions. Votre Altesse, avec tout le respect que je vous dois, la coutume exige une épouse de naissance noble. Cette fille n'a aucune lignée, aucune éducation aux affaires de la cour, aucune dot pour renforcer le royaume. Le roi se leva lentement, expression grave. Le baron de Valmont soulève des points importants. Julien, es-tu certain de ce choix? Tous les regards se tournèrent vers le prince. Élise aurait voulu disparaître. Hélène avait jamais cherché cela, jamais imaginé devenir le centre une telle controverse. Père, répondit le prince, tu aimes à demander de trouver une épouse qui aiderait à devenir un bon roi. Je ai trouvé. Élise voit les problèmes que les autres ignorent et trouve des solutions que les autres ne peuvent imaginer. Elle traite chaque personne avec dignité, quel que soit son rang. Ne sont-ce pas là les qualités une véritable reine? Le roi hocha la tête pensivement, mais semblait toujours troublé. Les inquiétudes de la noblesse ne peuvent être balayées un revers de main. Un royaume divisé contre ses dirigeants ne peut prospérer. À cet instant précis, les lourdes portes au fond de la salle ouvrirent avec fracas. Un garde royal entra, escortant une femme âgée enveloppée dans un châle fané mais au tissage exquis. Élise étouffa un cri. « Grand-mère !» La vieille femme marcha lentement vers le trône, le dos droit malgré le poids des années. La foule écarta sur son passage, murmurant de confusion. « Qui ose interrompre une procédure royale ?» tonna le baron de Valmont. La reine se leva, ses yeux fixés sur la vieille femme. « Laissez-la approcher. » La grand-mère Élise arrêta devant la famille royale et inclina avec une grâce surprenante. « Pardonnez mon intrusion, vos majestés. Je suis Adèle, la grand-mère Élise. »« Pourquoi êtes-vous venue, Adèle ?» demanda le roi. « Parce qu'il est temps que la vérité soit dite. » Elle se tourna pour faire face à la foule. « Il y a de nombreuses années, je servais comme tisserande royale pour le roi Louis, votre père. » Elle fit un signe de tête au roi Henri. On me confiait les secrets les plus précieux du royaume, tissés dans les étoffes royales qui racontaient des histoires que seuls les initiés pouvaient lire. Des murmures parcoururent la salle. Les nobles les plus âgés échangèrent des regards de reconnaissance. « Je me souviens de vous, » dit le roi lentement. « Vous avez disparu lors de la grande rébellion, en même temps que votre sœur. »« Oui, votre majesté, » acheva Adèle. La princesse était en danger. Les rebelles cherchaient à la capturer pour forcer votre père à se rendre. J'ai reçu ordre de l'emmener en lieu sûr, de la cacher parmi le peuple, là où personne ne songerait jamais à chercher une héritière royale.